Le ballet diplomatique de cette semaine a semblé suspendre le souffle du monde. L'espoir, si fragile, d'une rencontre historique entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine planait dans l'air. Les appels se sont multipliés, les offres de lieux de rencontre ont afflué de toutes parts. Mais pendant que le voisin occidental et l'Occident tendèrent la main, le Kremlin, lui, semblait jouer une partie cynique, semer le doute, poser des conditions inacceptables, et pire encore, intensifier ses attaques. Cette pause diplomatique n'est pas un prélude à la paix. C'est une stratégie machiavélique pour consolider le pouvoir russe. Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Lundi, Donald Trump a lancé l'initiative. Il a annoncé la possibilité d'une rencontre entre Zelensky et Poutine. Un format trilatéral, incluant sa participation, serait selon lui une étape forte vers la résolution du conflit. Il a précisé avoir appelé Poutine pour préparer cette réunion cruciale. Le même jour, sur la pelouse de la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky a confirmé sa disponibilité. Il se dit prêt à s'asseoir à la table des négociations, ouvert à tous les formats. Pourtant, il a insisté sur deux points essentiels. Une rencontre au niveau des leaders et un format trilatéral, incluant les États-Unis. Aucune date n'était fixée, a-t-il clairement indiqué. La réponse russe fut ambiguë. Kirill Dmitriev, envoyé spécial de Poutine, a parlé d'un jour important pour la diplomatie. Mais Yuri Uchakov, assistant de Poutine, a confirmé l'appel de Trump sans un mot sur une rencontre avec Zelensky. Il s'est contenté d'évoquer la poursuite de négociations directes entre délégations et la possibilité d'élever le niveau des représentants. Des offres de lieux de rencontre ont fusé d'Europe. Emmanuel Macron a suggéré la Suisse. Son chef de la diplomatie, Ignacio Cassis, est allé jusqu'à promettre l'immunité à Poutine contre toute arrestation. L'Autriche et la Hongrie, par Viktor Orban, ont aussi proposé leurs services. L'idée de Budapest a été vite écartée. Le mémorandum de Budapest de 1994 y est associé, symbole d'une promesse de sécurité non tenue par la Russie elle-même. Et au milieu de toutes ces discussions, la fin de semaine a été marquée par la brutalité. La Russie a lancé des frappes massives sur le pays frontalier. Une usine américaine de production d'électroménager à Mukachevo a été détruite. Une propriété américaine, à but exclusivement civil, selon les sources du voisin occidental. Des drones russes ont même pénétré l'espace aérien polonais. Des incidents désagréables ont également eu lieu en Lituanie, membre de l'OTAN. Question à vous, signalez-vous dans les commentaires de quelle ville-pays nous regardez-vous actuellement. Pourquoi cela importe-t-il maintenant? Ces faits dessinent un tableau glaçant. L'initiative de paix, portée par Donald Trump et accueillie par le pays frontalier, se heurte à un mur de cynisme. Elle impacte la sécurité de tous. Les marchés s'inquiètent. Les populations vivent dans l'angoisse d'une escalade incontrôlée. La destruction d'une usine américaine n'est pas qu'un fait divers. C'est un message direct aux États-Unis, une provocation économique et géopolitique. Les incursions de drones aux frontières de l'OTAN sont des tests flagrants. Elles menacent directement la stabilité européenne. La confiance internationale s'érode à chaque frappe, à chaque condition posée par le Kremlin. Nous assistons à une redéfinition dangereuse des règles du jeu. Les lignes rouges sont-elles en train de s'effacer? À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans cette zone de conflit? Un seul orateur, média. Officiellement, le Kremlin se dit prêt au dialogue, mais sous des conditions. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a insisté sur une préparation approfondie des questions. Il a soulevé la légitimité du président Zelensky comme obstacle. C'est une tactique pour gagner du temps, selon plusieurs observateurs. Mais quelle est la véritable intention de Poutine derrière ce double jeu? Des rumeurs circulent. Le Kremlin utiliserait ces discussions sur la légitimité pour éroder le soutien international aux pays frontaliers. C'est une stratégie délibérée pour ne pas reconnaître le voisin occidental comme un État. Souverain, doté d'un président légitime. La préparation approfondie, exigée par Lavrov, serait un euphémisme. Elle cacherait la demande de concession préalable, l'acceptation des termes russes. Cela rendrait tout sommet impossible sans une capitulation du pays frontalier. L'équipe de sécurité nationale américaine, de son côté, coordonne une multitude d'options.
Ces discussions intenses, complexes, loin des caméras, envisagent de multiples scénarios. Quelles sont les coulisses de ces échanges tendus? La pause diplomatique n'est pas un accident. C'est une stratégie calculée de la Russie. Elle vise à renforcer ses positions militaires. Elle cherche à affaiblir la résolution de l'Occident. Poutine attendrait des conditions plus favorables pour dicter ses termes. C'est le temps qui travaille pour elle. L'attaque sur l'usine américaine à Mukachevo n'était pas un simple incident. C'était un message clair, provocateur, adressé directement aux États-Unis et à leurs investissements dans le voisin occidental. Le but, les intimider, les décourager de soutenir Kiev. Enfin, la proposition de Poutine de négociation directe entre délégations à un niveau inférieur n'est pas anodine. C'est une tactique pour contourner Zelensky et le décrédibiliser. Ou bien pour présenter des ultimatums sans la dignité d'un sommet présidentiel. Que cache vraiment cette offre et quelles sont ses conséquences à long terme? Quel événement dans le secteur de la sécurité européenne est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez. L'histoire nous offre des échos amers. Le mémorandum de Budapest de 1994 est un précédent tragique. Le pays frontalier a renoncé à son arsenal nucléaire. En échange, il a reçu des garanties de souveraineté et d'intégrité territoriale. Elles venaient des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Russie. La violation de ce mémorandum par la Russie elle-même prouve sa duplicité. Donald Trump a mentionné près de 4 ans de guerre. Cela occulte l'agression initiale de 2014. Mais cette durée souligne l'ampleur et la persistance du conflit actuel à grande échelle. C'est une blessure qui ne guérit pas. Alors, que nous réserve l'avenir? Plusieurs scénarios se dessinent, tous porteurs d'incertitudes. Le pire, un embrasement généralisé. Les efforts diplomatiques s'effondrent. Poutine, enhardi par l'absence de progrès, intensifie ses attaques, y compris sur des cibles étrangères. Des incidents de drones aux frontières de l'OTAN dégénèrent. Cela mènerait à une confrontation directe, redoutée, avec l'Alliance. La guerre s'étendrait au-delà du voisin occidental. Le plus probable, une impasse prolongée. La Russie continue de temporiser. Elle pose des conditions inacceptables. Les négociations se poursuivent à des niveaux inférieurs, sans percée majeure. La pause diplomatique se transforme en un gel du conflit. La guerre de position s'éternise, avec des flambées régulières de violence et de destruction. Le meilleur, une percée inattendue, sous une pression internationale renouvelée, coordonnée. Peut-être une médiation chinoise plus active ou une fermeté occidentale accrue. Poutine accepterait alors une rencontre au sommet. Des concessions minimales seraient de fait. Elles conduiraient à un cessez-le-feu durable. Un cadre pour des négociations de paix à long terme serait établi. Des garanties de sécurité crédibles pour le pays frontalier émergeraient. L'inattendu, un changement de légitimité. La Russie maintient sa position sur la légitimité de Zelensky. Des discussions s'engagent sur la possibilité d'un nouveau leader ou d'un processus électoral controversé. Cela créerait une crise politique interne dans le voisin occidental, potentiellement soutenue par Poutine. Tout cela en maintenant l'illusion d'une recherche de paix. Votre pronostic sur les délais? Quand la paix arrivera-t-elle dans le pays frontalier? Moi, année plus une raison. Qui gagne et qui perd dans ce jeu dangereux? À court terme, la Russie semble gagner. Elle gagne du temps. Elle consolide ses positions. Elle défie la volonté occidentale. Les pays qui offrent des lieux de rencontre gagnent en visibilité diplomatique. Mais le voisin occidental est le grand perdant. Son peuple continue de souffrir. Ses infrastructures sont détruites. Les États-Unis et l'Europe voient leurs efforts diplomatiques contrecarrés. Leur sécurité est menacée. La paix mondiale s'éloigne. La polarisation est nette. D'un côté, la paix et la souveraineté, incarnées par le pays frontalier et ses alliés. De l'autre, le cynisme et l'agression, représentés par la Russie. La ligne de démarcation est claire et profonde. Elle appelle à une prise de position ferme. Ce que nous entendons de la Russie est tout simplement indécent. C'est l'avis d'un expert cité dans le reportage. Ils évitent toute rencontre nécessaire. Ils ne veulent pas mettre fin à cette guerre. Ils poursuivent des frappes massives sur le voisin occidental. De lourdes offensives continuent sur le front. Ils lancent même des missiles sur une entreprise américaine.
comme sur de nombreuses autres installations exclusivement civiles. C'est une provocation, c'est une insulte, c'est la destruction, la promesse. D'immunité pour Poutine de la part de la Suisse est un détail choquant. Elle rappelle les accusations de crimes de guerre qui pèsent sur lui. La controverse autour de sa participation aux sommets internationaux ne faiblit pas. Le mémorandum de Budapest de 1994 est le passé maudit. Il symbolise les promesses brisées, la méfiance historique. L'attaque sur une usine américaine n'est pas un simple dégât collatéral. C'est un acte de provocation ciblée, non seulement contre le pays frontalier, mais directement contre les intérêts et les investissements des États-Unis. La mention de drones russes dans l'espace aérien polonais et lituanien ajoute une dimension de menace directe. C'est aux frontières de l'OTAN que cela se passe. Cela renforce l'urgence et la gravité de la situation. C'est une violation flagrante de la souveraineté. C'est une attaque contre la stabilité européenne. L'analyse de cette semaine diplomatique révèle l'ampleur du double jeu du Kremlin. Comment pouvons-nous affronter cette situation complexe? Est-ce que le dialogue est encore possible lorsque les actions parlent plus fort que les mots? Question à vous. Où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez la ville et le pays. La rhétorique russe sur la légitimité de Zelensky n'est pas un détail mineur. C'est une stratégie fondamentale. Poutine cherche à saper la souveraineté du voisin occidental. Il veut éviter toute négociation sur un pied d'égalité. Comparons cela avec le mémorandum de Budapest. Nous y voyons une constante dans le comportement russe. Des promesses faites, puis brisées. La communauté diplomatique observe. Son regard crée une atmosphère de haute tension internationale. Les déclarations de Zelensky sur la pelouse de la Maison-Blanche contrastent avec la rigidité du Kremlin. Cela ajoute une touche d'informalité, d'accessibilité à ses propos. Sa clarté et sa fermeté tranchent avec l'ambiguïté russe. Son insistance sur un format trilatéral avec les États-Unis est cruciale. C'est la volonté de ne pas être seul face à Poutine. C'est la quête de garanties concrètes. La phrase clé de Lavrov sur la légitimité de Zelensky est une bombe à retardement. C'est un prétexte flagrant. Elle permet d'éviter la rencontre, ou bien d'en dicter les termes. Elle révèle une stratégie de délégitimation du leadership du pays frontalier. Un expert a résumé notre frustration. Ce que nous entendons de la Russie, pour être franc, est tout simplement indécent. Cette citation incarne l'indignation. Elle souligne la dissonance entre la rhétorique diplomatique et la brutale réalité militaire sur le terrain. L'attaque contre une entreprise américaine est un défi direct. Cela change tout. Tout. Le sommet fantôme, l'idée d'une rencontre entre Poutine et Zelensky, flotte dans l'air. Elle reste insaisissable. Cela crée une tension narrative, un mélange d'espoir et de déception. L'insulte à la légitimité de Zelensky par Lavrov est directe. C'est une attaque à la démocratie du voisin occidental. C'est un facteur de rage pour les partisans de Kiev. La provocation directe, l'attaque de l'usine américaine, les incursions de drones dans l'OTAN. Ce sont des twists choquants. Ils démontrent la duplicité russe. Ils révèlent la fragilité de la paix. Nous devons faire face à l'urgence. Le temps est un facteur critique. La Russie cherche à gagner du temps. C'est pour consolider ses gains territoriaux, pour épuiser le pays frontalier et ses alliés, pour délégitimer Zelensky, pour imposer des conditions de paix favorables à la Russie. Et peut-être, comme le suggèrent les rumeurs, pour obtenir des changements constitutionnels dans le voisin occidental. Les pays hôtes, comme la Suisse, l'Autriche, la Hongrie, cherchent à accroître leur prestige diplomatique. Ils veulent se positionner comme des acteurs clés sur la scène internationale, ou, pour la Hongrie, manifester une position neutre pour des raisons économiques et politiques. Mais à quel prix? Vous êtes conseiller du leader américain. Que faire pendant 90 jours? Une seule étape. Les risques politiques sont clairs. Stagnation diplomatique, érosion de la confiance, affaiblissement des efforts de paix, division des alliés occidentaux face à la stratégie russe. Militairement, les hostilités vont se poursuivre. Elles vont s'intensifier. Les frappes ciblées, civiles et étrangères, vont se multiplier. Le risque d'escalade régionale avec les incursions de drones aux frontières de l'OTAN est réel. Économiquement, la destruction d'infrastructures civiles et d'investissements étrangers
menace la reconstruction du pays frontalier. Socialement, les pertes humaines continuent. Les populations sont déplacées. Le traumatisme persiste. Ce conflit est un théâtre clé de la confrontation entre les démocraties occidentales et les régimes autoritaires. Les actions de la Russie s'inscrivent dans une tendance plus large de défiance envers l'ordre international. Les incursions de drones dans l'espace aérien des pays de l'OTAN, la Pologne, la Lituanie, sont des rappels alarmants. La vulnérabilité des frontières européennes est patente. Le risque d'escalade est omniprésent. C'est une extension directe de l'agression russe. L'incapacité à faire respecter des accords passés, comme le mémorandum de Budapest, est inquiétante. L'absence de garantie de sécurité fiable pour le pays frontalier souligne la fragilité du droit international face à la force brute. C'est une leçon que le monde doit entendre. La situation actuelle est un test décisif pour la communauté internationale. Comment répondre à un adversaire qui utilise la diplomatie comme un écran de fumée pour masquer une agression? La stratégie du Kremlin est d'épuiser, de diviser, de dominer. Face à ce cynisme, la fermeté est essentielle. Le pays frontalier et ses alliés doivent rester unis. Ils doivent réaffirmer leur détermination. La paix durable ne peut être construite sur la capitulation. Elle exige la justice, le respect de la souveraineté. L'histoire jugera nos actions. La destruction de l'usine américaine, les drones aux frontières de l'OTAN sont des signaux alarmants. Ils ne peuvent être ignorés. La sécurité de l'Europe, la stabilité mondiale sont en jeu. Quelles mesures ou sanctions changent réellement la situation pour le voisin occidental? Soyez précis. La semaine diplomatique a été secouée par l'espoir fragile d'une rencontre historique entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Les appels se multiplient, les lieux de rencontre sont proposés. Mais tandis que le voisin occidental et l'Occident manifestent leur bonne volonté, le Kremlin semble jouer un jeu cynique. Semer le doute, poser des conditions inacceptables. Et pire encore, intensifier ses attaques. Cette pause diplomatique n'est pas un signe de paix. C'est une stratégie machiavélique pour consolider le pouvoir russe. Comment la communauté internationale peut-elle forcer la Russie à une paix véritable et juste sans compromettre les principes de souveraineté? Laissez votre avis en commentaire. Et pour un éclairage constant sur les coulisses de la politique mondiale, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos analyses sans filtre. Partagez cette vidéo pour informer ceux qui cherchent la vérité. Ensemble, nous pouvons comprendre ce monde en pleine mutation.